Bonjour Mazarine Pinjot. Alors, c'est un livre incroyable qui s'appelle Vivre sans, une philosophie du manque. Peut-on réellement se passer du manque? Alors, on pourrait être étonné par cette question, Mazarine Pinjot, mais c'est une question fondamentale qui, au fond, à travers la philosophie, c'est vrai que vous êtes prof à Sciences Po Bordeaux, c'est vrai que c'est une question qui, en réalité, est très concrète sur l'économie, sur la politique, sur la vie d'aujourd'hui, qui se pose aujourd'hui. Ah bah oui, parce qu'on la rencontre à tous les étages et partout. D'abord, la réflexion du livre est partie d'une forme d'interpellation lorsque j'ai vu se multiplier, comme nous tous, les étiquettes où il y avait écrit sans gluten, sans sulfate, sans alcool, sans sucre, etc. Je Oui. me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant d'avoir réussi à transformer le manque de quelque chose ou l'absence de quelque chose en une valeur ajoutée, en quelque chose de supplémentaire. Et c'était quand même assez malin comme tour de passe-passe de marketing, quoi, d'avoir transformé ce qui manque en plus. Et donc, à partir de là, je me suis interrogée de manière plus approfondie sur cette notion du Oui. manque qui peut être prise en fait de deux manières très différentes, dans un sens plus capitaliste entre guillemets, où le manque finalement alimente la machine, c'est-à-dire on arrive à nous faire croire qu'on est toujours en train de manquer quelque chose, et donc on achète incessamment, et ce qu'on achète évidemment ne satisfait pas ce manque qui n'est pas d'ordre d'un manque d'avoir en réalité, qui est d'une autre dimension, mais donc on est insatisfait en permanence, donc on reconsomme, etc., etc. Donc il y a quelque chose comme ça où le manque est un moteur finalement, un moteur économique, mais dans la mesure où il me semble que ce manque n'est pas le vrai manque, parce que nous sommes des êtres humains finis, en désir de créer du sens en permanence, précisément parce que nous manquons non pas de choses à consommer, mais peut-être d'une autre dimension. Eh bien, voilà, c'est plutôt dans cette voie-là que j'ai essayé Oui. de m'inscrire dans qu'est-ce que c'est que ce manque ontologique, pardon pour le gros mot, mais voilà, cette espèce de faille, de faille d'être, quoi, qui fait que nous sommes toujours à la recherche de quelque chose d'autre, hein, de nous dépasser, de nous engager, d'aimer, enfin voilà, toutes ces dimensions qui s'alimentent au manque, mais qui n'est pas le même manque que celui de, je sais pas, il me manque le dernier téléphone Oui. portable, ou il me manque, bon voilà, qui est Oui. un autre manque. Mais en même temps, c'est vrai, alors on dit le manque. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce manque. Et au fond, on a l'impression qu'avec la société peut-être virtuelle, numérique, on va manquer de rien. On va avoir l'homme ajouté et quelque part, on ne manquera plus de rien. Mais en même temps, c'est terrible. C'est Ouais. une escroquerie mentale. C'est une certaine vision du monde qui s'accomplit à travers notamment l'idéologie transhumaniste qui pense que en faisant de l'homme un être invulnérable, voire immortel, on arrivera à combler peut-être cette angoisse existentielle et cette angoisse de la mort qui est en chacun de nous, mais qui est un moteur aussi, un moteur d'existence. Et donc, dans cette idéologie-là, il y a cette idée que le manque est quelque chose de négatif. Or, moi, il ne me semble pas que le manque, ça dépend quel manque, hein, bien sûr, on peut manquer, quand quelqu'un nous manque, ça c'est aussi évidemment très douloureux, hein. Mais ce manque dont je parle, qui est plus cette incomplétude qui fait qu'on est toujours en train de travailler à quelque chose, de chercher, voilà, ce qui nous meut véritablement. Si cette dimension-là manque à l'homme, mais qui sera l'homme de demain, qui sera Oui. l'homme du futur? Alors pour ce qui est du monde virtuel, bien sûr, le monde virtuel, c'est un monde plein. C'est un monde où la souffrance n'existe pas, où la mort n'existe pas, où les avatars ne connaissent pas la vulnérabilité. Et donc oui, le métavers est un monde du plein, où on nous promet du plein et on nous promet d'évacuer tout ce qui fait pourtant notre vulnérabilité. Il ne s'agit pas de dire, d'être complètement masochiste et de dire c'est formidable la vulnérabilité, mais quand même, c'est dans cet endroit-là qu'on commence à se poser des questions, qu'on commence à s'intéresser aux autres, qu'on s'ouvre à l'altérité. Et vouloir effacer tout ça d'un revers de main pour une forme de jouissance permanente et perpétuelle, ou pour une forme de tranquillité dans le métavers parce que l'angoisse n'y existe plus. Je pense que c'est dangereux pour nous, Oui. pour les hommes. On pourrait se dire, au fond, Mazarine Pinjot, que longtemps, la religion a comblé ce vide, ce manque. Ouais. On pourrait dire, au fond, une part du doute. Du doute. Mais dites aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qui a remplacé? Une autre religion, peut-être, qui a remplacé, pour certains, cette croyance qu'ils pouvaient avoir dans des religions? Il y a toujours des religions de substitution. La religion, elle vient répondre justement à ce manque. Alors après, il y a religion et religion, hein. Il y a des religions ouvertes, des religions fermées. Il y a une manière de croire qui peut être nourrie du doute,
comme il y a une manière de croire qui peut être complètement fondamentaliste et là qui croit, là où vraiment le manque précisément est totalement rempli. Aujourd'hui, il y a d'autres religions. Il y a la religion de la technologie qui pourrait venir justement à travers, par exemple, le transhumanisme. C'est une forme de religion. Il y a des nouvelles formes plus ou moins religieuses dans certaines conceptions écologiques d'un retour à la nature, la mère nourricière, un visage presque personnifié de la nature, Gaïa, quelque chose un peu de l'ordre quand même d'une divinité qui a quelques relents, me semble-t-il, parfois de quelque chose de l'ordre de la religion. Mais certains mouvements comme ça. Donc oui, on peut repérer ici ou là des retours du religieux à travers des formes sécularisées. Oui, au fond, peut-être un risque totalitaire. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on vous dit, la vérité, on la tient, on la détient. Tout est complet, on va dire, c'est votre terme de complétude. Et au fond, on se dit, il n'y a plus de manque. Et là, c'est extrêmement dangereux. Un risque totalisant, en tout cas. Totalitaire, je fais toujours attention à ce terme, même si, à mon avis, il est juste dans son sens premier. Mais comme il renvoie à des expériences réelles, politiques, tragiques, on n'en est pas là, mais en tout cas des expériences totalisantes, c'est-à-dire où effectivement tout est rempli, quoi. L'économie capitaliste, elle est totalisante puisqu'il y a on est toujours alimenté. Enfin, le manque est toujours réalimenté. Certaines formes de religion sont totalisantes puisqu'il y a réponse à tout. Donc moi, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est où les extrémismes sont totalisants, puisque là aussi il y a un dogme qui vient répondre à toutes les inquiétudes. Donc, toute forme de réponse totalisante qui offre un modèle clé en main, les complotistes sont totalisants, par exemple, parce qu'il y a une forme de clé d'intelligibilité qui expliquerait tout, une poignée de puissants comme ça. Donc, c'est toujours des formes d'explication qui cherchent à couvrir le maximum des faits pour essayer de comprendre le maximum de choses et qui sont des tentatives totalisantes et en général, elles sont dangereuses. Oui, ça sera quelque part combler ce vide dont vous parliez, qui existera toujours au fond, et tant mieux. Mais au fond, de dire, vous n'êtes que des agents d'un système global, par exemple, vous l'avez dit, pour certains écologistes, la nature, etc. Et qu'au fond, votre bonheur, votre plaisir, votre jouissance n'a aucun intérêt. Et qu'au fond, vous devez vous soumettre à quelque chose qui vous dépasse. Oui, alors il y a ce retour un peu d'une forme je dirais pas de transcendance, parce que justement, dans ce modèle de Gaïa, comme ça, c'est une forme plutôt d'immanence. Enfin, il n'y a pas un arrière-monde où il y aurait un dieu. Il serait là, et il suffirait d'entendre la place qu'on doit y occuper et obéir d'une certaine manière. Enfin, se resituer à l'intérieur de cet ensemble de maillage et de relations qui constituent finalement la nature. Et c'est vrai que je pense que c'est toujours dangereux lorsque l'homme comment dire, c'est compliqué parce qu'en même temps on fait évidemment partie d'un tout également, on est aussi des animaux, on participe de la nature bien sûr, mais lorsqu'il oublie ce qui fait aussi sa spécificité, c'est-à-dire une forme de conscience, cette capacité de mise en retrait, de rupture, de pas de côté justement par rapport à l'ensemble, et c'est ça qui lui permet de penser, de réfléchir, d'observer et peut-être d'essayer de changer les choses, cette espèce de traversée, dans l'idéal, par exemple, de penser autre chose que le monde existant pour pouvoir le transformer éventuellement. Mais comment penser autre chose que ce qui existe s'il n'y a pas cette trouée, justement, dans ce qui est ? Oui, mais dans la philosophie du bonheur aussi, quelque part, l'idée... Alors, on parlait de Spinoza, vous citez beaucoup de penseurs, hein, c'est très intéressant. La question de la liberté, la question de l'être, la conscience de soi et de ses limites. Mais au fond, quelque part, là, il y a des grands enjeux de l'avenir qui se jouent au quotidien et peut-être quelque part des réponses qu'on ne trouvera jamais. Bien sûr. Il y a même un enjeu politique majeur, il me semble, parce que s'il y a bien un système politique qui est celui du manque, c'est la démocratie, puisqu'on est toujours en train de débattre de ce qui est légitime, pas légitime. Il n'y a pas un fondement transcendant, il n'y a pas un pouvoir divin ou ancestral. Enfin, on est toujours en train de renégocier la légitimité d'un pouvoir. Et donc, c'est un système qui est ouvert, qui se nourrit de doutes, etc. Et aujourd'hui, on est quand même confronté à des réponses de plus en plus puissantes qui seraient l'extrémisme, le dogme, un retour de quelque chose qui serait de l'ordre du plein, du religieux, si on veut reprendre votre terminologie, parce que quelque chose un petit peu comme ça qui vient répondre à toutes les inquiétudes et qui est extrêmement inquiétant, mais parce que, en fait,
la vraie démocratie, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Le cheminement du doute, l'esprit critique, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est toujours difficile de vivre sans certitude. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre sans aucune certitude, parce que ça serait rentrer tomber du côté du scepticisme total, qui n'est pas non plus satisfaisant et qui est une autre forme de dogmatisme. Mais arriver à garder le chemin de crête, à garder l'esprit critique et à continuer néanmoins d'essayer de tous vivre ensemble, c'est un travail quotidien. Oui. Et qui est extrêmement exigeant, donc c'est fragile et donc c'est difficile. Mais si on nourrit pas cette vulnérabilité, c'est la porte ouverte aux extrêmes et aujourd'hui, très clairement, il y a quand même un retour et des extrêmes et de la violence, de la guerre, bien sûr, à nos portes. Enfin, et j'ai l'impression que c'est plus la réponse du plein qui l'emporte aujourd'hui et qu'il va falloir travailler longuement et de manière courageuse pour retrouver cet endroit, cette faille où se reposent les vraies questions, où le doute est un doute qui fait avancer, pas qui fait reculer. Oui, ce qui est formidable, Adrien Pinjot, dans ce livre, c'est que là, ça ouvre des réflexions absolument incroyables et chacun va y trouver un parcours personnel, essayer d'y trouver des réponses. Mais on se dit, oui, on a besoin de ça parce qu'on voit bien une société où presque l'équilibre psychique de chacun, on entend le mal-être parfois, on entend les dérives que certains cherchent peut-être des expiatoires pour trouver quelque chose qui les rende heureux dans cette société compliquée, violente. Ouais. Et là, on peut essayer de trouver sa place, au fond, de dire, on peut quand même trouver sa place, mais c'est aussi une forme de résistance. Oui, bien sûr. Et puis, en même temps, il y a aussi un petit côté anti-développement personnel, puisque justement, il n'y a pas une sorte de, de mode d'emploi pour aller bien. C'est justement accepter que notre condition soit difficile et d'une certaine manière, entrer dans cette faille pour, au contraire, la transformer, la dépasser, et être créatif, que ce soit dans ses relations ou que ce soit pour soi-même ou pour, sous n'importe quelle modalité. Il y a cette idée que il faut accepter qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du tragique, il faut l'accepter. Et une fois qu'on l'accepte, alors les choses deviennent possibles. Mais si on est dans la dénégation et qu'on cherche par tous les moyens d'essayer d'éviter l'angoisse, à mon avis, la réponse n'est pas la bonne. Mais finalement, vivre sans, dans cette philosophie du manque, c'est aussi peut-être être plus heureux, de se dire c'est comme ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est le bonheur, mais parce que c'est intéressant cette question du bonheur. On cherche le bonheur de toutes les manières possibles, et ce qui est normal, mais c'est aussi de vivre de manière plus intéressante peut-être. Et c'est pas rien de vivre une vie intéressante plutôt que juste satisfaisante. Et je pense que c'est plutôt troquer la quête d'un bonheur tranquille pour quelque chose de peut-être un peu plus dangereux, qui nous mettrait plus en danger, mais qui serait peut-être plus excitant, plus intéressant, un lieu où on cherche à créer du sens. Et voilà, c'est pas forcément rassurant, mais pourquoi pas, quoi. Prenons le risque de ne pas être totalement rassurés. Oui. Et au fond, est-ce que l'amour n'est pas la résistance ultime? Le sentiment qu'il manque quelque chose et que l'autre... Mais une vraie relation amoureuse, elle est à la fois, elle comble, mais elle comble dans cette ouverture toujours possible et dans cette inquiétude toujours possible. Parce que si l'autre est là à disposition, c'est plus tout à fait une relation d'amour. Si l'autre est une possession, si je le possède, c'est plus tout à fait une relation d'amour. Si la relation n'est plus vivante parce qu'il y a une forme de certitude, il y a toujours une petite forme d'incertitude dans la relation amoureuse et en même qui nourrit aussi. C'est justement cette possibilité du vivant, qui nourrit une relation amoureuse. Et bien sûr que l'amour est une des expériences majeures d'un manque positif. L'amour global aussi, l'amour, presque au sens religieux. Aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire au sens philosophique et religieux. En tout cas, l'amour, c'est une réponse au manque. C'est une réponse à quelque chose qui est... qui est cette faille qui nous habite tous et qui fait que ce désir, alors qui est au-delà du simple désir de consommation, qui existe aussi, faut bien le dire, et heureusement, mais au-delà du simple désir de consommation amoureuse, vient interpeller une autre dimension. On peut tous en faire l'expérience. C'est un peu une réponse à Bill Gates, à Elon Musk et aux dictateurs. En tout cas, oui. C'est une espèce de pas de côté ou de voie de sortie de la proposition totalisante d'un Elon Musk, par exemple. Oui.
Merci Mazarine Pinjot. Vivre sans, peut-on réellement se passer du manque? Ça c'est un sujet au bac philo, pas facile. Je ne sais pas si vous allez le faire à vos élèves à Bordeaux. En tous les cas, il faut lire parce que c'est vraiment fascinant. C'est publié chez Climat, l'éditeur. Et c'est une autre Mazarine Pinjot qu'on découvre étonnante et absolument incroyable sur ces grandes questions où chacun peut trouver comme ça une forme de nourriture personnelle. Merci beaucoup Mazarine d'avoir été avec nous. Merci à vous.